Bienvenue dans ce webinaire organisé par les éditions Mardaga. Nous recevons aujourd'hui Bruno Embeek et c'est Valentine Ancio qui posera les questions. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et nous allons parler aujourd'hui de l'hyperparentalité, du lâcher-prise, du souci des écrans peut-être dans les familles, enfin de tout ce qui tourne autour de l'hyperparentalité. Donc, je vous laisse la main, je laisse la main à Valentine surtout. Mais je tenais à préciser qu'il y aura une nouveauté, un nouveau livre de Bruno Humbé qui sort début novembre chez nous. Donc, voilà, avec comme sujet Walt Disney pédagogue. Bruno, je ne sais pas si tu veux le présenter en quelques secondes Je en pense que attendant c'est que tous les participateurs un bon arrivent. argument pour les hyper-parents, hein, c'est-à-dire pouvoir regarder tranquillement des Walt Disney en déléguant un tout petit peu sa fonction éducative à quelqu'un qui sait comment y faire avec les enfants et qui sait leur parler et capter leur attention. Eh bien, on Donc, est impatient de le lire. Sorti le 6 novembre, si je ne me trompe pas, début très novembre en bien. tout cas. Je la prends en direct. Ce serait bien. Voilà, Date de la naissance, c'est super. parfait. Bon. Eh ben, on a bien hâte de découvrir ce nouvel ouvrage. Bruno, vous avez un master en sciences de l'éducation, vous êtes directeur de recherche à l'Université de Mons et votre pratique, c'est le soutien à la parentalité. Et donc, nous allons parler d'hyperparentalité ce midi, un sujet qui me touche beaucoup, beaucoup, parce que mes copines m'appellent maman Tchernobyl. Donc, moi, je suis l'opposé d'une hyper-maman. Et donc, sans doute que la vérité se trouve au milieu. Et donc, c'est ça qu'on va aborder ce midi. Qu'est-ce que c'est pour vous l'hyperparentalité, Bruno? Alors, en quelques mots, hein, d'abord, il faut décomposer. Hyper, c'est un préfixe qui est un peu dangereux parce qu'il est issu du monde médical et il signifie en même temps un dysfonctionnement. Si je vous dis que vous faites de l'hypertension ou que vous avez de l'hyperacousie, vous avez le sentiment qu'il y a un système qui fonctionne par excès, qu'il va falloir le corriger. Mais si je vous dis que vous êtes hyper génial, vous allez dire, ah, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Et donc, c'est un mot qui est un préfixe qui a été pris au monde médical, mais qui a une connotation un peu particulière. Ce qui fait que l'hyperparentalité, ben, on ne le vit pas nécessairement comme seulement un trouble de fonctionnement, mais aussi quelque chose qui laisserait penser qu'on est dans une parentalité. Et vous l'avez signalé, d'ailleurs, la parentalité de Tchernobyl m'intéresse très fort. On va vous en parler après. Parce que, effectivement, l'hypoparentalité serait un vrai, vrai problème. Et la parentalité, il faut aussi prendre un tout petit peu de temps pour la définir, parce que c'est un mot qu'on a tous l'impression de connaître. On sait ce Mhm. que c'est. Moi, j'ai commencé à travailler à l'université dans un service qui est un service d'éducation familiale. On ne parlait pas de parentalité. On parlait d'éducation familiale pour l'opposer à l'éducation scolaire. Et puis, progressivement, sous la pression notamment de l'individualisme, est arrivée cette notion tout à fait particulière qui fait que la parentalité, c'est l'éducation familiale telle qu'elle est reçue de manière différente par chacun de nos enfants. Si vous avez trois enfants, vous me donnez la même éducation, vous aurez trois enfants différents. Et donc, on est dans ce contexte de transformation du produit par un enfant qui reçoit l'éducation. Et l'hyperparentalité, bah, c'est cette tension énorme que l'on met sur les enfants pour qu'ils grandissent le mieux possible. C'est effectivement, il faut tout de suite le dire, c'est pas une maladie, c'est pas un défaut, c'est même pas une faille, c'est juste une tendance liée au fait qu'on a choisi d'avoir des enfants. Nos enfants ne sont plus des accidents ou des heureux événements, hein. On dit voilà, je vais faire un enfant, je vais convoquer à naître un enfant, et c'est évidemment hyper responsabilisant de convoquer à naître un enfant dans un monde qui est celui que nous connaissons. C'est pour ça que l'hyperparentalité est particulièrement difficile à supporter de nos jours. Et donc, l'une des causes de l'hyperparentalité, c'est le fait qu'on choisisse d'être parent et que ce ne sont plus des petits accidents heureux ou malheureux, parce que ça peut l'être. Ça Donc, pouvait c'est le l'être, choix oui. qui va faire que on va augmenter l'attention dans nos pratiques éducatives et qu'on va avoir une tendance à la surprotection. Est-ce que c'est comme ça que ça se manifeste, l'hyperparentalité? Est-ce qu'on pourrait Alors, faire le lien hyperparentalité-surprotection? Alors, surprotection supposerait effectivement de nouveau un excès. La protection parentale est quelque chose de légitime. Et donc, il faut toujours être attentif à ne pas tout de suite pointer les choses comme étant excessives. Elles sont Mhm. excessives quand elles produisent trop de tension, soit sur le parent, un parent qui dit je n'en peux plus, et qui vit effectivement l'idée qu'il y aurait une forme d'injonction à la perfection, je dois être un parent parfait, et le cahier de charge, la charge mentale que je me mets sur la tête est beaucoup trop importante et je finis par craquer.
et pas réaliser ce qu'on appelle, à tort à mon avis, un burn-out parental. Moi, je préfère parler d'épuisement parental et laisser le burn-out à sa Mhm. place, c'est-à-dire dans le monde professionnel. Ok. L'épuisement parental, c'est juste cette volonté de répondre à un cahier de charges excessif que l'on s'est fixé à soi-même. La tension peut aussi se manifester sur l'enfant, qui devrait devenir un enfant parfait. Parce que comme on l'a convoqué à naître, on a choisi de l'avoir, ben, il doit correspondre à un ensemble d'exigences qu'on s'est fixées pour lui, qui vont s'estomper, mais on veut en tout cas qu'il ait l'avenir le plus radieux possible. Mhm. Puisque ce sentiment de responsabilité par rapport à l'enfant ben, suppose qu'on soit un parent parfait avec un enfant parfait dans une relation parfaite. Et là aussi, la tension qui est mise sur la relation, on finit par avoir des relations tendues. On en parlera certainement par rapport aux écrans. Il n'y a plus de détente possible. Il n'y a plus de moments où on se dit, là, je peux laisser faire. On parlait tout à l'heure Mhm. de Walt Disney, par exemple. Laisser son enfant regarder un Walt Disney, et mieux encore, le regarder avec lui, ce sont des manières de laisser faire, se lâcher prise. Ok. Donc, il y a des effets néfastes qui sont sur le parent parce qu'en fait, le pari est impossible à tenir. De pouvoir être le parent parfait et d'avoir un enfant parfait dans une relation parfaite, on échoue en fait dès le À coup départ. sûr, ouais. Donc, il y a ça. Est-ce que on pourrait dire que les parents ou les jeunes parents de notre génération, en tout cas, veulent que nos enfants soient tout le temps heureux? Est-ce que il y a aussi un lien qu'on pourrait faire de ce point de vue-là? C'est l'injonction à l'euphorie perpétuelle. On met au monde des enfants. Évidemment qu'on ne les met pas au monde pour qu'ils soient tristes, pour qu'ils soient en colère, pour qu'ils aient peur. On les met au monde pour qu'ils soient contents. Et effectivement, là, sur ce plan-là, la pédagogie positive, mais je suis très prudent quand je parle de pédagogie Mhm. positive, parce que je parle de sa version caricaturale. Il y a une version très, très bien élaborée de la pédagogie positive qui n'a rien à voir avec celle que je stigmatise ici, qui serait le parent zen, le parent qui est tout le temps à l'affût de toutes les manières de communiquer avec son enfant et qui veut constamment que son enfant soit content. Le bonheur parfait, la joie continue, tout ça, c'est juste invivable. Nos enfants doivent être traversés par l'ensemble des émotions. Et cette idée qu'ils devraient être en permanence dans la joie, dans la satisfaction, dans le contentement, eh bien, ça va effectivement créer énormément de perturbations. On le verra sans doute au cours de notre discussion. Il va falloir qu'on modère un peu notre vision de ce qu'est le bonheur. Le bonheur Mhm. nous est présenté comme étant quelque chose d'intense, comme étant cette joie continue, etc. Le bonheur serein, c'est tout autre chose et on y gagne tous à viser plus ce bonheur serein qui intègre toutes les émotions. Il faut que nos enfants régulièrement soient tristes, soient en colère, aient peur, soient traversés par l'ensemble des émotions et nous aussi. Le parent zen, il est juste insupportable parce qu'il définit une posture intenable. Je vais prendre un petit exemple. Imaginez, vous venez de repeindre votre salon. Et votre salon est superbe. Et puis votre enfant, il lui vient l'idée, pendant que vous allez prendre votre douche, d'aller mettre ses mains dans le pot de peinture et de faire un facsimilé des grottes de Lascaux sur votre mur. Vous avez lu des livres qui vous donnent l'injonction d'être un parent zen. Vous descendez donc en observant le désastre, mais en signalant à l'enfant que vous ne voulez pas contrarier sa pulsion artistique, mais que vous auriez préféré qu'il vous sollicite. Et vous dites ça avec un calme olympien. Votre enfant ne va rien comprendre du tout. Il a besoin de voir que vous êtes énervé parce qu'il doit voir que son parent vit lui aussi des émotions. L'injonction à l'euphorie perpétuelle, le fait qu'on s'oblige à être zen en tant que parent, alors je ne dis pas qu'on a le droit d'avoir des crises de colère qui débordent et qui sont insupportables pour l'enfant, mais on a droit à une colère on a droit à toutes les émotions, comme on doit laisser ce droit aux enfants aussi d'éprouver l'ensemble des émotions. C'est parfois la souffrance de ces enfants victimes de l'hyperparentalité de leurs parents, c'est qu'on ne leur permet plus de vivre d'autres émotions que la joie. Résultat, ben, vous avez des enfants qui deviennent des petits-enfants colériques. Tout simplement parce que, il faut comprendre un peu la configuration du cerveau, lorsque je vous interdis une émotion. Je ne sais pas si vous avez peur des araignées. Oui, Euh, non? Non, les ça va. araignées, je gère. Mais oui, tu Donc, peux vous me n'êtes dire pas nécessairement un bon un gros exemple. chien féroce, un gros chien Un gros féroce. chien féroce. Eh bien voilà, j'ai un gros chien féroce, parce que justement j'en ai un ici, et je vais vous le présenter, mais moi je vais affirmer qu'il n'est pas féroce, et que vous n'avez pas à avoir peur. Et je vous interdis d'avoir peur, et je fais avancer ce gros chien féroce vers vous. Eh bien vous allez voir effectivement que si je vous interdis d'avoir peur, vous allez vous mettre en colère. Eh bien c'est exactement ce que font les enfants quand on leur interdit des émotions comme la peur, comme la tristesse, en disant mais on fait tout pour toi. Et en plus tu es triste, et en plus... Et
même la colère, hein. Et en plus, tu es en colère, là, l'enfant attrape une colère sur sa colère parce qu'il se rend compte que c'est pas l'émotion qu'il est en train de vivre et il fait ce qu'on appelle les crises de colère. Ok. Donc, si je comprends bien, le parent a le droit d'être en colère, il a le droit de s'énerver quand l'enfant fait des bêtises, donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Euh, voilà, je ne vous ai pas attendu, en tout cas, maman Tchernobyl. Oui, c'est ça. Tu commences à repérer ce qu'est une maman Mais je Tchernobyl. trouve que c'est quand même important de pouvoir redonner la permission de dire stop, maintenant ça suffit, tu dépasses les limites et parfois on ne le dit pas aussi gentiment que ça et c'est OK, même si c'est pas évidemment ce qui est prescrit, on a le droit. Mais évidemment, dans l'autre sens, quand l'enfant n'est pas heureux comme on aurait tellement aimé qu'il le soit, ben, de pouvoir reconnaître son émotion, de lui dire oui, tu es en colère quand tu n'as pas ce que tu veux, rien que la reconnaître, en tout cas, permet déjà quand même de l'apaiser. Et c'est déjà pas mal, mais donc je trouve que redonner le droit aux parents de, voilà, de s'énerver, je trouve que c'est une belle permission, en tout cas, que vous nous donnez ce matin. Al- Alors, quels sont les impacts de l'hyperparentalité chez les enfants? Pour moi, ça, c'est vraiment important. Est-ce que ça crée de l'anxiété? Est-ce que ça crée des symptômes d'avoir des parents qui veulent être Alors, toujours au top du pour top? répondre à cette question, il faut d'abord concevoir les symptômes, alors de ce qui n'est pas une maladie, hein, j'insiste, Mhm. mais on parlera quand même de symptômes par facilité. Bah, et je vais en parler sous forme d'image, hein, le parent hélicoptère, le parent drone, le parent curling. Le parent hélicoptère, c'est celui qui veut toujours avoir son enfant sous ses yeux, en permanence, parce qu'il doit contrôler, comme un hélicoptère, il doit contrôler les mouvements de son enfant. Bah, c'est ce phénomène-là qui explique qu'à la sortie des classes, vous avez des paquets de parents, mais juste derrière la grille de l'école, comme si l'enfant ne pouvait pas faire 10 mètres. Les enfants marchent de moins en moins. On a créé, voilà une des conséquences, par exemple, ce qu'on appelle des enfants d'intérieur, des enfants qui sont de plus en plus à l'intérieur, y compris des adolescents, qui ne bougent plus de leur chambre, qui sont dans une chambre, mais pas comme des prisonniers dans une cellule, mais comme des reclus qui ne sortent plus parce qu'ils mettent tout dans leur chambre. Ils sont avec leurs copains, ils ont leurs écrans, etc. Résultat, le parent hélicoptère se dit, OK, je ne contrôle pas ces mouvements réels, mais maintenant il est dans des mouvements virtuels sur les écrans et je ne contrôle pas non plus les écrans. D'où mouvement de panique par rapport aux écrans de l'hyperparent, dont on devra évidemment parler parce que ça a perturbé cette tendance naturelle des enfants, des parents à se dire, si j'ai mon enfant sous les yeux, eh bien, il ne va rien lui arriver. Et donc, le parent hélicoptère. Deuxième forme de symptômes, ce qu'on appelle le parent drone, une espèce de parent hélicoptère amélioré, en gros, hein, c'est-à-dire, je veux toujours le meilleur pour mon enfant, la meilleure école, le meilleur ceci, le meilleur cela, et je suis constamment à l'affût de tout ce qui pourrait, à un moment donné, bah, ne pas être pour lui une satisfaction complète, pour son avenir une garantie absolue. Et donc on met énormément de pression, hein, bah, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure par rapport aux émotions. On interdit à l'enfant de visiter l'ensemble du panel des émotions dont il a besoin. On lui interdit par exemple d'avoir peur. Pardon, on parlait de Walt Disney en introduction parce qu'on ah non, attention, il y a des choses qui font peur. Mais justement, il doit apprendre la peur dans un contexte sécurisant pour pouvoir savoir qui il est quand il a peur et pour pouvoir apprendre à la maîtriser. Il ne s'agit pas de dire, je l'entends beaucoup pour le moment, hein, attention, nous avons affaire à une génération malade parce que nous avons affaire à une génération anxieuse. Dans le monde tel qu'il se configure, l'absence d'anxiété correspond au moins autant à un indice de faible intelligence. Il est normal que les enfants soient anxieux, le monde est anxiogène. Et donc ceux qui réfléchissent au monde, qui voient effectivement le monde tel qu'il tourne, manifestent de l'anxiété. Je suggère d'ailleurs à tous les hyperparents, il y en a certainement autour de la table virtuelle, s'ils veulent comprendre comment ça fonctionne, d'aller voir vice-versa. Un et 2. Ils vont voir effectivement qu'aucune, c'est le côté génial de ce double dessin animé, c'est qu'aucune émotion n'est un ennemi. L'anxiété n'est pas Mhm. un ennemi, c'est une amie qui est parfois inconfortable parce qu'elle s'invite au moment où vous ne l'attendez pas et elle peut, dans certains cas, devenir problématique quand elle est invasive, quand elle prend votre corps en otage ou quand elle est envahissante, qu'elle vous empêche de faire autre chose et de profiter d'autres moments. Sauf dans ces deux cas-là, l'anxiété, bah, c'est un indice d'intelligence. Le parent drone va souvent être à l'affût de l'anxiété, envoyer son enfant ou son adolescent chez le psy dès qu'il manifeste des indices d'anxiété. Ça, ce sont des conséquences négatives parce que l'enfant en déduit, ça y est, si je suis anxieux, c'est que je suis malade. Et le troisième symptôme, le parent curling. Alors le curling, c'est un sport
qui n'est pas passionnant, il faut le savoir. J'espère qu'il n'y a personne. J'ai une fois expliqué ça dans une conférence et il y avait malheureusement un représentant de la Fédération française de curling qui m'a dit, mais vous ne faites pas la publicité du curling. Mais non, c'est pas passionnant si vous regardez effectivement ce qui se passe dans une compétition de curling. Vous avez une personne qui lance un palet et vous avez des personnes qui frottent comme ça avec une espèce de, 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 de- Le ballet. oui, ils ont l'air tout à fait convaincus de l'importance de ce qu'ils font. Ils le font avec frénésie. Or, l'effet produit sur la trajectoire du palais est dérisoire, il faut le savoir. On fait fondre la glace, mais on influence finalement très très peu l'évolution du palais. Simplement, on a une illusion de contrôle. C'est ce qui se passe effectivement, par exemple, quand un parent s'énerve dans les devoirs scolaires. C'est sans doute effectivement le signe qu'il est victime de cette parentalité curling, c'est-à-dire il faut absolument que tu saches faire tes devoirs. Résultat, on fait de la contre-pédagogie parce que personne n'arrivera jamais à enfoncer les opérations logiques de force dans un cerveau. Il faut attendre que ça vient généralement par insight, c'est-à-dire des connexions neuronales qui se font et on ne peut pas les forcer. Donc le rythme et le temps de l'apprentissage, on n'a aucune prise dessus. Le parent curling se dit, il faut absolument qu'il sache faire son devoir jusqu'au bout, puisque le petit voisin sait déjà le faire, et donc on va forcer des apprentissages, quitte à faire finalement, et ça peut être une des conséquences d'ailleurs ben, de ce symptôme, à ce qu'un enfant perde son plaisir d'apprendre, parce que concevoir que chaque fois qu'il est face à un apprentissage, il éprouve le risque de voir un parent perdre pied, s'énerver sur lui, forcément, ben, ça ne va pas vous inciter à avoir de bons contacts avec les mathématiques, par exemple, hein. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de repérer ces éléments-là en disant, attention, je m'énerve dans les devoirs, il faut que je m'arrête. Alors, pas nécessairement céder la main à quelqu'un d'autre qui s'énerve aussi, parce que si maman fait les devoirs, elle s'énerve, elle se dit, bon, ben allez, je vais laisser faire papa, et que papa s'énerve aussi, là, pour l'enfant, il se dit, j'énerve le monde entier, donc les maths, c'est pas pour moi, et donc et le cerveau, c'est use it or lose it, ce que vous n'utilisez pas, ah ben, va se perdre, et donc il ne va pas myéléniser ses circuits cérébraux, il deviendra un mauvais mathématicien, convaincu que c'est quelque chose de naturel chez lui de ne pas savoir réaliser des opérations mathématiques. Ok, donc si je résume, on a le parent hélicoptère, lui, c'est lui qui veut toujours voir où est son enfant, et donc c'est le plus surprotecteur de tous. Enfin, quoi qu'on a quand même le Alors, drone. alors oui, Le drone qui c'est est... pas un hit parade, hein. C'est-à-dire vous pouvez très bien avoir les trois. Ah, on C'est- peut avoir les Ah trois. oui, oui, c'est Ok. pas des types qui s'écartent l'un que l'autre, ce sont des tendances éducatives qui se cumulent, Ils se mélangent. qui se Ok. mélangent généralement, oui. C'est ça, donc on n'est pas l'un ou l'autre. Donc on a de la surprotection, on veut le meilleur, et donc ça veut dire que les enfants parfois ne peuvent pas se satisfaire de quelque chose de moyen, et donc en termes de processus adaptatif, ben voilà, il ne s'adapte plus puisqu'il a toujours le meilleur, il est au Club Med toute l'année, et donc du coup, ben voilà, aller à l'Alhambra, c'est compliqué. Et alors, euh, les autres, et c'est le parent curling, là, c'est vraiment l'illusion de contrôle où on veut vraiment forcer son enfant à acquérir ce qu'il est censé acquérir, et s'il ne l'a pas, ben, c'est un peu la panique et donc on y va au pushing, et les résultats évidemment sont pas toujours au rendez-vous, et du coup ben, ça peut encourager de nouveau cette pratique éducative qui n'est pas bonne. Ok, donc merci déjà pour ces éclaircissements. Et du coup, parce qu'en fait, ça vient d'où? Alors, je comprends qu'on choisit d'avoir des enfants, donc il y a cette cause-là. Est-ce qu'il y a une pression sociale quelconque qui est plus importante qu'avant sur les parents? Comment ça se fait Alors, que il y a une voilà, ça pression tourne du interne poids, cette histoire? et externe. Il y a une double pression, hein. Il fut un temps, effectivement, où avoir des enfants bien élevés, ça nous permettait de dire je suis un bon parent. C'est ce que moi j'appelle les parents Ingalls, hein. Petite Hmm. maison dans la prairie, ben, on se retrouvait face à une problématique éducative. Charles trouvait des solutions et à la fin, tout le monde dansait autour de la table. Ça, c'est l'éducation familiale de la famille dite moderne. On est arrivé à une forme parentale différente qui va être le creuset de l'hyperparentalité, c'est la famille Simpson, dans lequel vous ne trouvez pas de solution aux difficultés. Après chaque épisode, vous trouvez de nouveaux problèmes. La seule scène rituelle des Simpsons, c'est qu'ils s'asseyent tous sur un divan et ils regardent les Simpsons. C'est-à-dire qu'ils vont, on ne va pas donner des conseils, on ne va pas leur dire voilà comment vous devez élever vos enfants, on va dire regardez ce qui se passe dans votre famille. Et ça va toujours être compliqué parce que chez les Ingalls, il suffisait d'élever les enfants dans un cadre de valeurs, ils reproduisent les valeurs, on se dit ok j'ai réussi l'éducation.
Et c'est ce qui se passe effectivement hein, avec un enfant, Laura Ingalls, qui de temps en temps s'écarte des valeurs, on la remet dans le droit chemin et tout va bien. Chez les Simpsons, c'est pas du tout le même cas de figure. On a effectivement l'enfant problème qui est Bart, qui est celui vis-à-vis duquel on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Qu'est-ce qu'on va lui construire comme avenir? Lisa, elle, c'est l'enfant parfait pour lequel l'avenir semble tout à fait radieux. Par contre, Bart interpelle pour se dire mais comment est-ce qu'on va lui donner un avenir? Et chaque enfant, c'est ça la parentalité, va reproduire effectivement l'éducation parentale et en faire un produit particulier. Ce qui fait que ça devient beaucoup plus compliqué que lorsque on vous disait, je vais vous donner des conseils pour que vos enfants soient bien élevés. Maintenant, on va essayer de voir comment chaque enfant peut trouver des sources d'épanouissement dans l'éducation que vous lui donnez et comment il en fait quelque chose qui participe à son épanouissement. Donc c'est quelque chose de singulier, d'individuel et de particulièrement complexe parce que le but, c'est d'avoir des enfants épanouis. C'est ça le principe même dans lequel l'hyperparentalité est venue se glisser, c'est l'épanouissement Mm. individuel de chaque enfant plutôt que l'éducation d'une collectivité qu'on appelle la famille, dans laquelle tout le monde va devoir respecter les mêmes valeurs. Et donc, c'est devenu beaucoup plus complexe. Et alors, dès que vous avez un produit complexe, il résiste très mal aux simplifications outrancières. Et là, la Mm. pédagogie positive est rentrée dans le mur parce que elle a fait des simplifications outrancières. Les parents se sont dit, ça y est, comment éduquer sans crier, sans punir, sans s'énerver. Il y a un petit livre qui m'explique comment le faire, je vais l'acheter. Puis évidemment, les trucs et astuces ne fonctionnent pas. Et là, vous créez une forme de découragement parental parce que vous avez agi comme on le faisait du temps d'Ingalls avec des conseils, là où on est devant une matière complexe, où on va réfléchir ensemble aux manières dont on peut harmoniser l'éducation qu'on donne à ses enfants. Et je dirais que c'est des produits qui marchent. Donc, ces livres de pédagogie positive, ça marche très bien avec des enfants dont le tempérament est souple, Mais calme. c'est exactement tout ce qui se passe avec les conseils. Les conseils ne servent généralement en éducation à rien. Ceux qui savent les entendre n'en ont pas besoin, et Ouais, ceux qui en ont besoin ne savent pas les entendre. Et c'est donc, ça. on est effectivement devant quelque chose qui suppose un accompagnement très différent, parce que l'hyperparentalité, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans quelque chose de très complexe. Alors, Mm. complexe ne veut pas dire à ça on abandonne. Non, on réfléchit ensemble, et il n'y a pas des solutions toutes faites qui permettent de dire, ben, vous n'avez qu'à faire ça et ça ira. Non, c'est plus compliqué que ça. Comment est-ce que l'enfant reçoit l'éducation? Comment vous, lorsque vous laissez tomber, par exemple, ce qu'on a beaucoup perçu comme étant un des problèmes des hyperparents, des principes éducatifs. Pas d'écran pour mon enfant. Tous les enfants dans la classe regardent Peppa Pig, mais toi, tu ne sais pas qui c'est. Eh ben, tant pis pour les autres. Toi, tu seras dans une éducation parfaite sans écran. Et là, vous avez une pression qui va commencer à se manifester sur l'enfant, sur le parent et sur la relation, quand par exemple, chaque utilisation des écrans devient une espèce de combat dont on ne sait pas qui va sortir gagnant. Parce que l'enfant va essayer d'être insupportable pour gagner et le parent va parfois s'arc-bouter sur des positions qui sont liées à des principes qui ne sont pas toujours tenables dans la durée. Ok, mais donc je vois qu'on arrive sur le sujet des écrans. Donc voilà, alors on est en pleine rentrée scolaire. Les écrans, moi j'aimerais avoir quand même votre opinion à différentes étapes. Je dirais les écrans à la maternelle, à l'école primaire et ce fameux écran, ce téléphone de la première secondaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que tout le monde s'interroge. Donc je dirais qu'on peut commencer chez les petits, les moyens et les jeunes adolescents. Comment est-ce qu'en tout cas on fait rentrer ça? Dans la famille sans stigmatiser son enfant si on choisit de ne pas donner de téléphone. Enfin, c'est quoi en fait Alors, qu'il ce qui est faut important, c'est considérer? ne pas se tromper de mots. Oui, Les écrans, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est cet écran-là, c'est le portable. oui, Qui le est téléphone. arrivé effectivement vers 2007, on s'est dit, waouh, c'est génial, un petit couteau suisse qui va pouvoir nous permettre de faire des photos, de regarder nos mails, de regarder des séries, de regarder des matchs de foot, de faire des photos. Tout était faisable à partir d'un tout petit appareil. Alors c'était génial ce couteau suisse et personne ne s'en est méfié, sauf qu'il a été pris d'assaut par des entreprises qui ont fait de l'attention humaine un objet de commerce. Et là, on s'est tous laissé piéger. Si on veut travailler sur les écrans pour nos enfants, pour nos adolescents, et induire chez eux un rapport sain aux écrans, et notamment à cet écran portable, ben, il faut qu'on s'interroge nous-mêmes sur C'est ce ça. qu'est cet écran, ce qu'est ce portable pour nous, parce que ben, ces entreprises
qui ont capté notre attention, elles ont bien réussi leur boulot, au point Mhm. qu'on se retrouve tous à scroller pendant des heures alors qu'on avait prévu de scroller 5 minutes, au point qu'on devient fou, au point de photographier notre repas quand on va le manger, plutôt que de le sentir et de le manger. On fait une photo et on l'envoie sur les réseaux sociaux. Ça, ce sont des dérives complètes liées à des mécanismes que l'on commence à comprendre, qui sont des automatismes cérébraux qui fonctionnent sur chacun d'entre nous. Quand vous scrollez, vous avez beau me dire, mais je vais scroller pendant 2 minutes, par exemple, vous montez un ascenseur, hein, c'est assez typique, vous allez voir que tout le monde se met à scroller. C'est parce qu'on est mal à l'aise d'être enfermé dans un territoire, tout le monde se met à scroller. La porte s'ouvre, tout le monde continue à scroller. On continue au-delà du temps. Si vous scrollez pendant 5 minutes, bah vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai scrollé alors pendant une demi-heure? Parce que ça déborde, tout simplement parce que les capteurs d'attention ont agi pour capter vos algorithmes et donc vous êtes en permanence. Si vous aimez bien les petits chats qui dansent, bah vous allez chercher des petits chats qui dansent et vous Mhm. allez multiplier ça avec tout ce que ça suppose comme problématique d'écran qui deviennent terriblement chronophages pour chacun d'entre nous. On doit évidemment, par rapport à nos enfants, s'interroger sur ce temps d'écran. C'est pour ça que ce qui a été réalisé dans les écoles en disant attention, interdiction des smartphones à l'intérieur des écoles, que ce soit dans le fondamental ou dans le secondaire, c'était pas les écrans qui sont interdits, c'est l'usage ludique ou récréatif de l'écran, parce qu'on est dans un endroit où les écrans doivent être prescrits. Ce ne sont pas les écrans libres. Et là, on doit tous gagner à essayer de repenser notre temps autrement. On a aussi un temps professionnel pour lequel, en Mhm. principe, bah, les écrans libres ne sont pas autorisés et c'est uniquement, en principe, les écrans que votre employeur prescrit. Il y a un deuxième temps qui est le temps familial. Alors, les mamans qui sont autour de la table virtuelle ne me contrediront pas, je pense, si je leur dis que le temps familial n'est pas un temps libre, plus que les papas. Les papas sont capables de trouver du temps libre à l'intérieur de leur temps familial, les mamans pas. On l'a vu, nous, de façon spectaculaire pendant la crise du Covid, quand on demandait aux mamans est-ce qu'il y a un endroit, un moment pendant lequel vous êtes tranquille, dans lequel vous avez un temps qui n'appartient qu'à vous, à part les toilettes, et encore pas pour tout le monde, eh bien, il n'y avait pas de temps libre. Le temps familial est un temps négocié. Et donc, c'est le temps des écrans négociés. Si on décide, pas d'écran à table, c'est une très très belle pratique, eh bien, ça veut dire pas d'écran, mais pas d'écran pour personne, ni pour papa, ni pour maman, ni pour les enfants. Mais si vous avez des parents qui sont à table et qui disent, allez, pas d'écran à table, ah, je réponds, hein, désolé, j'ai un mail, et puis maman répond à son portable, ben forcément, ça ne marchera pas parce que l'enfant aura l'impression qu'on diabolise l'objet qui lui appartient et non pas qu'on met en place des pratiques familiales dans lesquelles tout le monde va se retrouver. Si vous allez faire une balade en forêt, je- les Japonais sont très forts là-dedans. Ils prescrivent des bains de forêt, ils appellent ça pour pouvoir ben, mettre en place une forme de détente cérébrale parce que ben, notre cerveau se met en mode d'attention flottante. Il n'y a plus de prédateurs dans les forêts, donc on vit un très bon moment, sauf si vous prenez votre portable dans votre poche. Pire, si vous cherchez votre chemin avec un portable, là, votre cerveau est tout de suite en attention focalisée. Et donc, quand on va balader dans une forêt, on ne prend pas de portable. On est dans des temps déconnectés pour favoriser d'autres connexions à la nature, aux autres, etc. Ça, c'est le temps familial. Et puis, il y a tout le Mhm. temps libre qu'on va inscrire, et les parents, et notamment les hyperparents, doivent commencer de cette manière-là en disant, attention, je vais fixer mon agenda en fixant d'abord ce temps libre. Les Japonais ont un mot pour parler de ce temps libre, ils appellent ça un ikigai. Un ikigai, c'est une bonne raison de se lever. Si vous aimez lire, si vous aimez vous occuper de vos plantes, faire du sport, eh bien, fixez d'emblée un temps entre 9h30 et 10h15. Je m'occupe de moi et que de moi, et c'est le temps qui n'appartient qu'à moi, j'en fais ce que je veux. Alors, les Japonais ont une très belle proverbe pour évoquer ce temps libre parce qu'ils le protègent. C'est un temps terriblement important pour eux. La pression temporelle est sans doute encore plus intense que chez nous. Et eux, ils disent, même un rendez-vous avec l'empereur ne va pas bousculer l'ikigai. On fait tout à fait l'inverse. Si vous aimez faire du sport, puis que vous constatez que vous devez chercher vos enfants à l'école, ah bah tant pis, je ne fais pas de sport aujourd'hui. Bah, demain, c'est la même chose. Bah, je vais arrêter le sport. C'est fini. Tout ce qui remplit le temps libre est considéré comme moins important. Il faut que chacun dans une famille
puissent avoir du temps libre. C'est comme ça Mhm. qu'on harmonisera le mieux les pratiques familiales, mais il est fixé à l'avance. Là, tu utilises tes écrans, tu fais ce que tu veux, tu utilises les écrans comme tu veux et de la manière dont tu veux, mais c'est uniquement dans ce temps-là. Le temps familial, par exemple, eh bien, c'est un temps négocié. Je plaide, moi, pour qu'on mette, par exemple, la lecture dans le temps négocié. On le sait, les parents se battent pour que leurs enfants lisent. Ils ont raison. Intuitivement, ils ont compris que c'était le meilleur prédicteur, non seulement de réussite scolaire, mais de réussite socio-professionnelle ultérieure. Ce sont les lecteurs spontanés. Donc, si vous Mhm. avez un enfant qui a des mauvais résultats à l'école, c'est pas grave. Si vous avez un enfant qui ne lit pas, c'est plus préoccupant. Parce que Mhm. c'est le meilleur indicateur. Et trop souvent, j'entends des parents, hein, notamment en consultation, qui commencent à dire, mais comment est-ce que je peux faire de mon enfant un lecteur plutôt que d'être sur ces maudits écrans? Opposer un écran à un livre, c'est comme opposer une salade à un gâteau au chocolat. Forcément, on est plus attiré a priori par le gâteau au chocolat, sauf si on fait preuve de discipline personnelle. Et c'est important de le concevoir comme ça, parce que la concurrence est déloyale. La Mhm. lecture stimule des circuits cérébraux lents, on sait, hein, qui ressemblent très fort à ceux qui sont liés à la reconnaissance faciale, hein, tous les lecteurs le savent. Vous lisez un livre, vous êtes à la septième, huitième page, vous avez ce qu'on appelle la jubilation du lecteur. Parce qu'en fait, on ne comprend rien quand on lit un livre et qu'on l'ouvre pour la première fois. Après 7 ou 8 pages, tout ça se met en place. On dit, waouh, je comprends. Et c'est cette jubilation-là qu'il faut permettre d'éprouver si on veut ressentir le plaisir de lire. Par contre, bah, un jeu vidéo, ce sont des circuits courts de récompense, très rapides, beaucoup plus rapides que ce circuit de reconnaissance faciale. Et donc forcément, les enfants sont attirés a priori plus par les écrans que par les livres. Si vous opposez l'un à l'autre, on dit arrête ton écran, prends un livre, vous allez juste induire le dégoût du livre, qui va être perçu comme une corvée. Une mission, ouais. Le seul élément qui va permettre à un enfant de lire et de lire avec plaisir, c'est de voir des adultes lire avec plaisir. Dans les familles où on lit avec plaisir, eh bien, on est dans ce plaisir partagé, ce qui fait que, par exemple, ce qui marche très très bien, c'est des temps familiaux de lecture. On n'est pas dans le temps libre, on est dans le temps négocié. Le samedi, de 2 heures à 3 heures, toute la famille lit. Papa lit des livres, maman lit des livres, pas les mêmes évidemment, chacun choisit ses livres, parce que la liberté du lecteur, c'est la seule garantie du plaisir de lire, mais on est tous en train de lire. Là, ce sont des pratiques qui vont soulager très très fort l'hyperparentalité. C'est quand on travaille sur l'hyperparentalité, on se rend très très vite compte que si on n'est pas concret, on est tout de suite en train d'opposer des principes à d'autres principes. Et on fait des Mhm. espèces de bras de fer, par exemple autour des écrans. Tout le monde intuitivement a conçu que les écrans, l'excès, l'aspect chronophage des écrans, leur envahissement complet, était nocive pour nos façons de fonctionner. Il faut donc des endroits déconnectés, pas d'écran dans les chambres. Il faut des moments de déconnexion où on fait autre chose, mais il faut aussi concrètement dire comment est-ce qu'on va faire en sorte que l'hyperparent ne se culpabilise pas. Moi, je vois trop de parents qui, à un moment donné, laissent tomber. Ah, ça va, regarde tes foutus dessins animés. Et eux-mêmes sont rongés en disant, je laisse regarder des dessins animés épouvantables. Le gamin vit quelque chose d'un peu compliqué parce qu'il regarde des dessins animés sous l'œil réprobateur de papa et maman qui a l'impression qu'il perd son temps, alors que ce n'est pas vrai. Alors que si on fait du dessin animé une expérience partagée, ça veut dire on le regarde avec toi. Ou on n'a pas le temps de regarder avec toi, papa et maman ont besoin de temps, tu le regardes et puis tu viendras nous le raconter. Vous êtes à ce moment-là en train de travailler d'une façon tout à fait positive votre éducation familiale parce qu'il y a un contenu qui commence à être véhiculé. Et donc le principe, c'est d'être toujours, quand on travaille, c'est ce que j'essaie toujours de faire dans les livres, notamment ceux qui sont publiés chez Mardaga, c'est toujours être concret, donner des exemples concrets. Comment faire pour s'enlever cette pression? Jamais en se culpabilisant. La culpabilité est le creuset des pires dérives. Il faut pouvoir sourire de ce que l'on observe avec lucidité. J'ai une tendance à être un hyper-parent. Moi, j'adore d'ailleurs dans les conférences, je le vois beaucoup plus nettement parce que je vois des personnes sourire en disant ah, c'est tout moi ça, c'est tout moi. Mais elles sourient par rapport à elles-mêmes avec bienveillance. Alors là, je me dis, ces personnes-là vont savoir introduire un changement dans leur façon de faire, parce qu'il y a cette forme de bienveillance vis-à-vis d'un symptôme dont on comprend la nature et qu'on est alors capable de maîtriser.
Ben oui, parce que l'hyperparent, évidemment, il veut bien faire. Donc, en fait, il est toujours prêt aussi à se remettre en question pour le bien-être de son enfant. Donc, ça, c'est déjà la bonne nouvelle. En termes de patience, c'est plutôt confortable de pouvoir leur dire, en fait, on baisse la pression. Et j'aime bien une petite phrase, c'est remplis d'abord ton tonneau, les autres en profiteront quand il débordera. Et donc, ça, c'est vos moments, là, c'est votre moment ikigai où, en fait, on touche pas, je remplis mon tonneau et c'est toi qui Tout vas à en fait. Mais, oui, profiter. je le vois très concrètement, hein, quand des parents sont en consultation et que avec un enfant qui se vit comme étant l'enfant problème, et que je lui dis, bah, toi, tu viens plus, hein, tu vois pas, t'as pas besoin de venir me voir, je vais voir papa, je vais voir maman, je vais voir les personnes chez qui je perçois les difficultés. Mm, L'hyper-parent, c'est souvent quelqu'un qui s'est mis lui-même dans des difficultés parce qu'il s'est donné un cahier de charge excessif. L'enfant, lui, il subit cet hyper. Il n'a rien demandé, a priori. Il n'a pas demandé à être. Mais il finit par s'y adapter. Il s'adapte mm, à ce que les parents attendent et ça finit aussi parfois par créer des tensions quand, par exemple, on lui demande de, entre guillemets, bien travailler à l'école. Pire que ça, le nombre d'adolescents que je vois en consultation parce qu'ils n'aiment pas l'école. Alors après 3 minutes, j'aurais dit, mais vous avez un enfant tout à fait normal. Si vous mm, avez chez vous un enfant qui n'aime pas l'école, vous avez un enfant normal. L'école n'est pas là pour être aimée, sinon on n'aurait pas inventé l'obligation scolaire. Les enfants sont obligés d'aller à l'école. Mais la plupart d'entre eux préféreraient rester à la maison. C'est d'ailleurs là que je pense on doit pouvoir travailler pour donner une nouvelle perception du bonheur. Parce que c'est ça qui nous a coincés. C'est cette idée qu'on devrait toujours, alors c'est normal hein, qu'on le vive comme ça, parce qu'on nous donne l'illusion que le bonheur, ah ben, c'est ce qu'on voit dans les publicités, des gens qui obtiennent des trucs géniaux, qui ont l'air super contents, super satisfaits, super contents, en permanence, super joyeux, et donc on nous dit, mais nos neurones miroirs fonctionnent, on les voit, on dit moi aussi, il faut que je sois super content, super joyeux, et donc il faut que j'achète les mêmes choses que... C'est le principe de la publicité, on est tous nés dedans. Ça va nous épuiser parce que ça va nous donner l'impression, et c'est ce qui explique par exemple bah, le nombre énorme de burn-out professionnels. Je mm. prends toujours la même petite histoire pour essayer d'expliquer comment on doit pouvoir agir par rapport au bonheur. C'est la parabole des casseurs de cailloux. Je ne sais pas si vous la connaissez de Peggy. Peggy se Non. balade sur le chemin de Compostelle et puis il voit un premier casseur de cailloux qui est complètement ravagé, il casse des cailloux, il n'en peut plus. Peggy lui demande qu'est-ce que vous faites? Il dit, monsieur, regardez le métier épouvantable que je dois faire. C'est pas humain, je ne suis qu'un casseur de cailloux, c'est monstrueux. Peggy continue sa route. Puis il voit un deuxième casseur de cailloux qui est un peu plus balèze, encore vraiment souriant, mais il n'est pas complètement ravagé. Et il lui demande qu'est-ce que vous faites? Bah, il dit, moi, monsieur, je gagne ma vie. Il faut bien que je gagne ma vie, et j'ai ce métier-là qui me permet de nourrir ma famille, etc. Puis il continue et il voit un troisième qui, lui, est tout à fait heureux, souriant, d'une oreille à l'autre. Et puis il lui demande qu'est-ce que vous faites? Il dit, moi, monsieur, je bâtis des cathédrales. Alors, on voudrait tous être des bâtisseurs de cathédrales. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Pour l'immense majorité d'entre nous, on est plutôt dans le deuxième casseur de cailloux. Et c'est, je pense, ce qui permet le mieux de fonctionner. Accepter. J'ai mon boulot qui peut être un peu casse-pied, mais j'ai d'autres espaces où je me ressource, où je revis, où je nourris beaucoup plus mon bonheur. Si par contre vous êtes le premier casseur de cailloux, ben, c'est la même chose pour votre enfant. Si aller à l'école parce qu'il vit des situations de harcèlement, parce qu'il se sent complètement indigne de découvrir le monde, qu'il est rattrapé, qu'il n'arrive pas à comprendre ce que les autres comprennent, là il faut se préoccuper de lui de toute urgence. Mais un enfant qui dit moi je préférerais rester à la maison et j'aime pas trop aller à l'école, bravo, bah, il faut y aller, t'as pas le choix, mais c'est pas grave. Or, je vois beaucoup de parents qui s'inquiètent parce que leur enfant ne va pas avec plaisir à l'école. Pire que ça, un adolescent qui dit l'école m'intéresse pas, ce qu'on y voit ne m'intéresse pas. Le parent en déduit donc rien ne l'intéresse. Moi, j'ai combien de fois des enfants ou des adolescents en consultation et les parents prétendent qu'ils s'intéressent à rien. Après 3 minutes, je leur dis qu'est-ce qui t'intéresse? Ah ben Star Wars, ceci, cela. Plein de choses les intéressent. Mais Mm. évidemment, dans un univers qui n'est pas validé par l'école. C'est les centres d'intérêt, ils sont fluctuants pendant l'adolescence, et c'est normal, il faut laisser faire. Réclamer toujours d'être dans ces bâtisseurs de cathédrales, je connais très peu d'enfants ou d'adolescents qui vont à l'école pour devenir astronautes, pilotes de chasse et qui sont super heureux d'y aller. Il faut accepter ça. Et là, je pense qu'il y aura un petit truc à réserver aux hyper-parents, c'est s'interroger chacun sur le niveau
que l'on donne au bonheur. Alors, si je demande à quelqu'un, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux ou pas heureux? De manière binaire, on constate effectivement notamment que les adolescents, c'est pour ça que c'est très compliqué pour les hyperparents actuels, bah, les adolescents, pour 8 sur 10 d'entre eux, se trouvent moins heureux qu'ils ne voudraient l'être. Donc, ils ne se trouvent pas terriblement heureux. C'est un peu inquiétant, hein, quand on est hyper-parent, on a convoqué son enfant à naître et on constate qu'ils ne le sont pas. Ma génération, qui était une génération pas très intéressante, on l'appelle la BOF Generation, avait 90% de niveau de bonheur, 95% même de niveau de bonheur. Donc on se dit, oula, quelle catastrophe, on est tombé maintenant à des chiffres, ça varie entre 40 et 20% d'enfants à peine qui se trouvent heureux. Donc on est quand même dans quelque chose d'un peu compliqué à vivre. Mais quand on va un peu plus loin, comme j'ai eu l'occasion de le faire avec des adolescents, et au lieu de leur demander, mais vous êtes heureux ou pas heureux, mais sur un curseur entre 0 et 10, quel est votre niveau de bonheur? Eh bien, on constate qu'ils se mettent un chiffre qui est de l'ordre de 7, mais qui disent, mais je crois que papa et maman seraient déçus. Or, 7, je ne connais pas votre niveau de bonheur. Si c'est 9 ou 10, j'en déduirai deux choses. Soit vous êtes dans ce qu'on appelle l'état amoureux, hein, c'est pas grave, c'est pas une pathologie, mais c'est quand même pas vivable à long terme, hein, parce que c'est très, très énergivore. Soit vous venez d'obtenir une satisfaction intense. Ça, c'est 9 ou 10. Si vous me dites 7, je vais vous dire, ça, c'est magnifique. C'est le niveau de bonheur serein. C'est celui qu'on doit viser pour nous-mêmes et celui qu'on doit espérer pour nos enfants. Et c'est celui auquel ils se conforment pour l'immense majorité d'entre eux. C'est le bonheur qui permet de dire à quelqu'un, ça va, ouais, ça va et toi? Mais pas, waouh, génial, merveilleux. Ça, c'est l'hyperparent qui a cru, effectivement, qu'il devait constamment maintenir l'intensité du bonheur souhaité pour son enfant. C'est ce que les adolescents disent quand on fait cette recherche, où ils disent, j'ai 7, je me sens bien, ça va, mais je crois que papa et maman, ils attendaient beaucoup mieux que pour moi. Et donc, ils Mhm. se sentent décevants vis-à-vis du niveau de bonheur attendu, et c'est un des problèmes majeurs de l'hyperparentalité. Ok, j'ai encore une petite question pour toi. Je sais qu'on arrive au bout de ton timing parce que tu as un bus à prendre, donc j'en profite. Moi, j'ai une question sur les parents qui vont coacher leurs enfants démotivés pour l'école. Donc, en fait, un adolescent qui n'a pas du tout envie de travailler à l'école, mais les parents qui lui disent, est-ce que tu as travaillé aujourd'hui? Tu n'as toujours pas travaillé. Est-ce que tu veux que je travaille avec toi? Et donc, un peu ces mamans qui, c'est souvent des mamans aussi, voilà, qui rament, et plus elles demandent, et moins l'ado travaille. Donc, en fait, est-ce que tu aurais un conseil ou en tout cas une posture à Alors, adapter ce face qui à est cet adolescent important, alors, qui... les adolescents ont une capacité vraiment super intéressante à faire le minimum légal. Mhm. C'est-à-dire à maintenir ce que le prix Nobel d'économie quand même signalait comme étant la capacité. La capacité de faire des choix qui correspondent à ses aspirations. Et maintenir sa capacité, c'est réussir à l'école. Ça veut dire qu'un adolescent qui dit, et ils ont une magnifique, ils connaissent pas scène, hein, ils l'ont pas lu, donc ils n'arrivent pas à se défendre en utilisant le prix Nobel. Eux, ils ont une formule simplifiée, ils disent, t'inquiète, je gère. Ouais. Généralement, il gère. C'est-à-dire, je ne vais pas essayer d'avoir des résultats mirobolants, ça ne m'intéresse absolument pas, mais je veux maintenir ma capacité, j'ai pas envie d'être décroché. Et si effectivement il y a un risque de décrochage, ça, il faut qu'on en parle ensemble. Mais chercher des performances scolaires, ça n'a pas beaucoup de sens, surtout dans un monde dans lequel le vrai moteur, c'est le plaisir d'apprendre, le désir d'apprendre et l'envie de découvrir. C'est pas obtenir des points qui correspondraient. Moi, je suis toujours tétanisé quand je vois des bulletins sur les réseaux sociaux, comme si les bulletins étaient des fiches de paye ou des bulletins de santé. Ça n'a rien à voir avec ça, ce sont juste des balises sur le parcours d'apprentissage et qui permettent de savoir où on en est. Est-ce que je ne suis pas décroché? Est-ce que mes acquisitions me permettent de continuer à suivre le parcours? Et il faut le faire de cette manière-là. Évidemment que le décrochage, en termes de capacité, est un problème. Si je me retrouve un jour à ne plus pouvoir faire des choix qui correspondent à mes aspirations parce que je me suis fait larguer dans mon parcours scolaire, ça, c'est effectivement le rôle de parent d'éviter avec l'adolescent. Mais j'entends. Comment? Parce que, en fait, ce pushing il ne fonctionne pas. Et donc, qu'est-ce que tu recommandes quand tu vois Alors, que il ne ton fonctionne pas enfant... parce qu'il est souvent prescrit de manière trop vague. Il faut que tu travailles bien, il faut que tu travailles longtemps, il faut que tu réserves du temps. Non, il y a un seuil que tu ne, en dessous duquel tu ne dois pas descendre. Ça peut être 50%, hein, dans les matières que tu n'aimes Mm. pas et 60% dans les matières dans lesquelles tu te sens plus à l'aise. Tu ne descends pas en dessous de ce seuil. On s'arrange ensemble. Si tu descends, on crée des problèmes.
et on va discuter le rapport aux écrans, le temps, etc. Si tu restes au-dessus, tu autorégules toi-même ton rapport aux écrans dans ton temps libre, etc. Et donc aussi considérer que le temps des devoirs, des leçons est un temps non pas familial, mais un temps obligatoire. C'est le temps de l'école qui déborde sur Mm. le temps familial et le temps libre. Et donc, il faut le fixer aussi dans une temporalité strictement définie. On fait les Mm. devoirs de telle heure à telle heure. Et tu vas le plus loin possible. Donc, je ne te demande pas d'aller au bout de tes devoirs, je te demande d'aller le plus loin possible. Et c'est ça qui est important de pouvoir réaliser, c'est pouvoir objectiver et pas subjectiver. Il faut que tu travailles bien, que tu fasses des efforts, que tu passes beaucoup de temps. Et donc, on a beaucoup d'enfants, d'adolescents qui sont devant leur feuille pour essayer de montrer à papa et maman qu'ils sont en train de travailler. Et puis derrière, ils ont leur smartphone. Et Mm. ils sont simplement en train de tricher avec un contrat qui devient complètement caduque. Le but du jeu, c'est que tu puisses continuer à faire des choix qui sont ceux que tu as envie de faire. Et donc, Mm. un parcours d'apprentissage qui va d'ailleurs pas se limiter à l'école, hein, on le sait. Le parcours d'apprentissage vont durer maintenant tout au long de notre vie. Et donc, il faut préserver ce moteur-là de manière continue, apprendre et du plaisir de découvrir, s'intéresser aussi au domaine dans lequel l'enfant ou l'adolescent étrenne sa capacité, son aptitude à découvrir, qui ne sont pas nécessairement les domaines scolaires, et ne pas mépriser ces domaines-là. Surtout si on a un adolescent, hein. L'adolescent, Mm. il vit sur une autre planète que la nôtre, et il faut aller explorer cette planète, non pas avec l'arrogance d'un envahisseur, mais avec la sagesse d'un ethnologue et sa modestie. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour le moment? Et pas tu fais rien d'autre que sur ces foutus écrans, tu ne fais que des choses inintéressantes. Là, c'est très très mal vécu généralement par l'enfant ou l'adolescent. Ok, merci Bruno. On arrive tout doucement au bout. En tout cas, j'ai envie de relever différents points que je retiens. Donc, en fait, il y a pas de recette toute faite. C'est vraiment complexe d'élever des enfants. On a des enfants, en effet, qui marchent tout droit, qui n'ont pas besoin de recettes. Et puis ceux, voilà, qui nous challenge. Et là, ben voilà, c'est compliqué. Il y a des ajustements à faire à chaque fois. Donc, il n'y a pas d'écran ou plein d'écrans. En fait, l'idée, c'est vraiment de trouver des espaces pour les écrans pour toute la famille et des espaces sans écran pour toute la famille, que les parents finalement et les enfants sont concernés au sujet de cette problématique. Donc, il n'y a pas vraiment de règles en soi. C'est chacun avec ses valeurs et son agenda qui peut peut-être construire quelque chose de juste pour lui, de baisser la pression, en tout cas chez les hyperparents, en disant en fait on a le droit de se tromper, on a le droit de s'énerver quand on n'est pas content, on a le droit de vivre ses émotions. Évidemment, il faut rester bien traitant vis-à-vis de soi et vis-à-vis de son enfant, mais en tout cas, marquer une limite, ce n'est pas la violence. Marquer qu'on n'est pas d'accord non plus. Donc ça, je pense que c'est vraiment capital. Nos enfants ont le droit de ne pas avoir le meilleur non plus. Ça les force à s'adapter, à pas avoir tout le meilleur, parce qu'en fait, sinon, on est toujours insatisfait finalement dans son existence. Et de les laisser traverser leur peur, parce que la peur, ça permet d'aller puiser dans son courage, et donc du coup, de nouveau, de trouver des solutions quand on en a besoin. Et donc voilà, donc moi c'est vrai que j'apprends beaucoup à mes enfants à puiser dans leur courage, d'où mon qualificatif de maman de Tchernobyl, mais je sais qu'il faut être courageux dans la vie, donc j'ai envie de leur apprendre ça. Mais bon voilà, je ne les maltraite pas pour autant. Mais donc voilà, mais je leur apprends à se débrouiller beaucoup toute Alors, seule. je suis vraiment Et, très intéressé, hein, par ce concept de Maman Tchernobyl parce que c'est un livre que je suis en train d'écrire, le futur, pour les éditions Ardaga, sur l'éducation à la résilience. Ça veut dire Mhm. effectivement ne pas se dire le monde est parfait. C'est Non, ça. le monde n'est pas parfait, il y aura des embûches, il y aura des difficultés. Et tu as le droit de commettre des erreurs, de te tromper, tu as le droit de ne pas être imparfait, et tu as affaire à un parent qui évidemment n'est pas imparfait, qui accepte d'en parler. Si on arrive déjà dans ce paradigme-là, mais c'est celui de l'éducation à la résilience, qui va Mhm. permettre effectivement, par exemple, de transmettre à ses enfants des caractéristiques, l'empathie, l'optimisme, mais l'optimisme intelligent, c'est-à-dire celui qui suppose un pessimisme de premier temps, ça va pas être Mhm. facile, mais on va y arriver. Tous ces nouvelles compétences dont on a besoin et qu'on veut transmettre à nos enfants. Le but de l'éducation familiale, c'est pas de produire de bons élèves, c'est de produire des enfants qui sont outillés pour fonctionner dans la vie le plus heureusement possible, mais sans chercher le bonheur parfait. En étant libre, moi aussi, En et étant libre. indépendante. C'est vraiment ça, c'est des choses que j'ai envie de transmettre à mes enfants, mais donc ça a un prix, en effet, de ne pas faire à leur place, que ce soit pas parfait, etc. Et donc voilà, bah, écoute, si Maman Tchernobyl apparaît dans ton bouquin, je serais très, très honorée.
Belle image. Je veux bien qu'on en reparle. Donc voilà. Je regarde l'heure, il est 49. On devait arrêter à 50 pour que tu aies ton but. Donc je pense qu'on y est. Merci beaucoup Bruno, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Merci Anne-Laure pour l'invitation. Et donc je pense qu'on se retrouve lors d'une prochaine conférence, Mardaga. Oui, Ce sera- la date n'est pas encore fixée, donc, mais il y a des Voilà. Et prochains donc, webinaires dans le courant du mois d'octobre. il y aura plusieurs rendez-vous en tout cas. Et c'est un plaisir pour moi de les animer en tout cas. Merci beaucoup. Merci C'était Bruno, très merci heureux Valentine. et à Bon bientôt. Voilà. après-midi, merci à Bon tout le monde. après-midi.